Bonjour les amis, on va un peu continuer la leçon sur l'Europe, hein. Donc on était dans l'Europe et la leçon concernait surtout donc le milieu naturel et la population. Maintenant, pour le milieu naturel, on avait déjà dégagé, donc on avait déjà expliqué comment comment est caractérisé le milieu naturel européen. Évidemment, l'Europe, on a retenu que c'est un continent petit, et donc de 10,5 millions de kilomètres carrés. Un continent petit, limité au nord par l'océan Arctique glacial, à l'ouest par l'océan Atlantique. Au sud, on a la mer Méditerranée, qui la sépare de l'Afrique. Maintenant, à l'est, il n'y a pas de limite. Cependant, par convention, on a pris le mont Oural, les massifs du Caucase, la mer Caspienne comme étant donc les limites naturelles qui séparent donc l'Europe de l'Asie. Maintenant, on a vu aussi qu'il y a une variété de reliefs, hein. Donc, d'abord, dans le milieu naturel, on a d'abord vu le milieu naturel, et qu'il y a un relief constitué de montagnes jeunes, hein. Donc, les montagnes jeunes, les massifs anciens qu'on retrouve au nord. On a des massifs anciens, scandinaves par exemple. On a cité aussi le massif hercynien et le massif armoricain, en France. On a aussi cité donc le bouclier scandinave, hein, qui est là au nord de l'Europe. Ensuite, on a les montagnes jeunes. Les montagnes jeunes aussi, on les rencontre surtout au niveau du sud, hein. Au sud ici, par exemple les Pyrénées, les Alpes, etc. Donc ça, c'est des montagnes jeunes qui s'étendent au niveau du sud, c'est-à-dire la partie la plus proche de l'Afrique. Au niveau de l'Europe moyenne, on a ce qu'on appelle le bassin sédimentaire. Évidemment, le bassin sédimentaire, hein, c'est dans la carte, vous regardez le bassin, c'est ça. Vous voyez, le bassin sédimentaire, ce sont ces lignes. Donc tout ça, c'est le bassin sédimentaire. Ça se trouve au niveau du centre de l'Europe. Voilà, donc c'est un relief qui est bas, comme au niveau du Sénégal. Voilà, maintenant, on a aussi parlé du climat. Les climats, on a vu qu'il y a un climat polaire au nord, un climat très froid qu'on retrouve au nord, au bord de l'océan Arctique glacial, hein. Donc, vous voyez, on l'a ici, aux extrémités nord. Là, on a le climat polaire. Vous voyez, donc après le climat polaire, on a ce qu'on appelle le climat tempéré océanique au bord des mers et des océans. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici la mer du Norvège, mer du Nord. On a aussi l'océan Atlantique. Ensuite, on a le climat tempéré continental. C'est au centre, donc à l'intérieur. Au sud, on a un climat méditerranéen. Donc, on les a caractérisés dans la leçon. Maintenant, en ce qui concerne la population, l'Europe a une population. D'abord, dans la population, on verra que la population de l'Europe, elle est diverse. On verra pourquoi elle est diverse. 6,75% de la superficie des terres émergées, 742 millions d'habitants. La population se caractérise par sa diversité. On verra aussi en bas qu'elle se caractérise par son inégale répartition, sa croissance démographique qui est lente, et enfin une population urbanisée. Maintenant, pour ce qui est de la diversité, on verra que les Européens, en majorité, on les appelle des locodermes. Vous voyez, l'écoderme, on distingue des groupes. On a des Nordiques en Grande-Bretagne, on a les Slaves, on a ce qu'on appelle les Méditerranéens, mais aussi on a le groupe alpin. Ça, c'est des groupes. Les Méditerranéens, on les retrouve au sud, on a le groupe alpin aussi. Les Slaves aussi en Europe centrale et orientale. Les Nordiques, on les retrouve surtout en Allemagne. On les retrouve aussi en Grande-Bretagne. On les retrouve aussi en Europe du Nord et plus précisément en Scandinavie.
À côté de cette diversité, la population elle est inégalement répartie. Oui, une densité de 70,5 habitants par kilomètre carré. Mais attention, ça c'est une moyenne. C'est une moyenne. À l'intérieur, on verra qu'il y a des zones qui sont densément peuplées. Ça correspond, comme on l'a dit ici, à l'Europe de l'Ouest avec 200 habitants par kilomètre carré. Ça va de l'Angleterre au nord de l'Italie, vous voyez, en passant par l'axe rhénan. L'axe rhénan, c'est la Suisse, la France, c'est la Belgique, mais aussi c'est les Pays-Bas. Maintenant, l'Europe moins densément peuplée, hein, donc c'est surtout l'Europe des montagnes et du froid, c'est-à-dire les zones montagnardes occupées par des montagnes et les zones où ça fait extrêmement froid comme la zone polaire. C'est pourquoi on a l'Europe scandinave et la Russie qui ont des densités très faibles qui avoisinent les 50 habitants par kilomètre carré. Ensuite, on a la croissance démographique. Ça, on a vu ça depuis la première. Hein. La croissance démographique de l'Europe est faible. Donc, elle n'est pas très rapide. Vous voyez, donc la population qui était de 540 millions d'habitants en 1950 est passée à 742 millions en 2016. Hein, vous voyez, soit un accroissement de 198 millions d'habitants. Ce n'est pas très rapide. C'est pourquoi en valeur absolue, en valeur relative, la part de l'Europe va diminuer. Avant, c'était 22% de la population mondiale en 1950. Vous voyez, en 2005, l'Europe ne représente que 12%. Vous voyez le pourcentage. On parle de 22 à 12%. Attention, c'est la part en valeur relative. Mais en valeur absolue, ça augmente. Mais la part dans la population, ça veut dire que tout simplement, la population européenne croît plus rapidement ailleurs qu'en Europe. Donc c'est pourquoi actuellement l'Europe n'est plus l'acteur de la croissance démographique mondiale, mais c'est surtout des continents comme l'Afrique et l'Asie. Hein. Mais aussi autre caractéristique, le taux de croissance est de qui était de 1,1% en 1950 va diminuer. Actuellement, il est de 0,3, ce qui est excessivement faible. L'indice synthétique de fécondité, 1,6 enfants par femme, vous voyez. Et l'espérance de vie est élevée, on est à 74 ans. En la moyenne, attention, il y a des pays où ça dépasse 74 ans et d'autres où on a moins de 74 ans. Mais c'est une espérance de vie qu'on considère comme élevée. Le vieillissement de la population est là. Et ça, c'est une conséquence de l'espérance de vie, mais aussi de la réduction donc de la natalité. Le taux de natalité est très faible, ce qui fait qu'on a la part des vieux qui est de 17%. C'est énorme. On a dépassé le seuil qui est de 7%. Donc ça veut dire qu'on est dans une dynamique d'une démographie vieillissante. Voilà. En plus, l'ensemble de l'Europe, on vous dit qu'on enregistre plus de décès que de naissances. Ça veut dire que le taux de mortalité est plus élevé que le taux de natalité dans beaucoup de pays. Maintenant, attention, la population croît, mais du fait surtout de l'immigration. Donc on vous dit que cette évolution bouleverse les grands équilibres démographiques. Évidemment, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Par conséquent, l'immigration semble indispensable. C'est le gage pour que l'Europe retrouve une croissance, pas trop rapide, mais du fait que l'Europe n'accueille pas beaucoup, hein, ils ont des politiques d'immigration un peu corsées, mais quand même l'immigration est une solution à cette faible croissance démographique. Voilà, l'urbanisation, une population fortement urbanisée, évidemment, on vous dit que 3 Européens sur 4 vivent en ville, évidemment, c'est ça. C'est normal, cela s'explique surtout par un dynamisme des activités, des services, mais aussi des industries. C'est pourquoi on vous dit même que l'urbanisation en Europe est un phénomène ancien. 80% des citadins aux Pays-Bas. Ça veut dire que si vous prenez les Pays-Bas, 80% de la population vit en ville. Maintenant, les 20%, c'est la population rurale. Ça c'est pour, attention, c'est pour les Pays-Bas. Maintenant, pour le Royaume-Uni, on est à 90%, le taux d'urbanisation. C'est-à-dire que 90% de la population vit dans les villes et le reste, les 10% vivent dans la campagne. Donc la ville de l'Europe européenne est devenue une agglomération, évidemment. On a de grandes villes qui dépassent les millions d'habitants. Et souvent, il y a une conurbation des villes qui se rattachent. On parle de conurbation ou bien d'agglomération.
Il y a aussi un autre phénomène qu'on n'a pas souligné dans le texte, c'est la métropolisation des villes européennes. Il y a des conurbations, par exemple, comme la Randstad Hollande. Voilà, Randstad Hollande. C'est une conurbation qui va d'Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. Ça, c'est des villes, hein. Et La Haye même, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et La Haye, c'est des villes hollandaises qui se sont rattachées. C'est ce qu'on appelle conurbation ou bien agglomération. Voilà, donc il y a aussi, non, autant pour moi, pas agglomération, mais mégapole. Mégapoles, les agglomérations sont des villes très peuplées, mais quand on parle de conurbation et de mégapoles ou mégalopoles, c'est quand des villes se rattachent. Voilà, on note qu'il y a beaucoup d'agglomérations. Voilà, on en vient aux agglomérations. Ce sont des villes qui sont très peuplées, qui ont des populations qui dépassent les millions d'habitants. On a par exemple Londres qui dépasse 5 millions d'habitants, Paris, Moscou, Madrid et Bruxelles. On vous parle aussi de la urbanisation des campagnes qui deviennent des villes. Donc à proximité des villes voisines, c'est ce qu'on appelle un phénomène de l'urbanisation, un phénomène très présent en Europe et surtout dans les pays développés. Voilà, donc c'est ça. Vous retenez aussi qu'en conclusion que l'Europe est un espace marqué par la diversité de son relief, de ses milieux bioclimatiques, une population très composite, variée, un continent plein de mutations politiques, économiques, sociales, et ce depuis la Deuxième Guerre mondiale avec le lancement de ce qu'on appelle la construction européenne. Ça, c'est une perspective qu'on a ouverte pour la leçon suivante. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Que bon, on ne fait pas de cours, mais on peut quand même, voilà, à distance, maintenir les liens. Voilà. Je vous remercie donc, à plus.